Bonsoir, je voudrais que nous ayons ce soir une pensée pour les familles endeuillées par ce terrible accident d'autocar qui s'est produit en Gironde. La mort brutale d'un proche est toujours un moment d'intense stupeur, de déni. Et le chemin du deuil est, on le sait, et vous le savez aussi dans cette émission, un très long chemin douloureux qui passe, je le rappelle, par les 5 phases décrites par la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross. Le déni, c'est-à-dire le refus de la réalité, non, c'est pas possible, ils ont dû se tromper. Et pendant cette période, plus ou moins courte, en fonction des individus, les émotions sont pratiquement absentes. La personne qui la traverse peut d'ailleurs à ce stade être elle-même absente, comme en dehors de la réalité. Ensuite vient la colère, c'est-à-dire la révolte. Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à un autre? C'est pas juste. Difficile étape durant laquelle la personne qui la traverse est en prise avec de fortes contradictions internes. Lorsque la mort de l'autre est advenue par accident ou qu'elle n'a aucun sens, peut survenir une forte culpabilité de la personne survivante. Comme si cette dernière se reprochait de n'avoir rien pu faire pour empêcher la mort. Troisième passage, le marchandage ou phase de négociation. Et si ce jour-là, les choses ne s'étaient pas passées ainsi? Et si il ou elle avait été mieux soigné, n'avait pas emprunté cette route-là, n'était pas monté dans cet autocar? La personne survivante tente de négocier un retour de la personne disparue. Et c'est lorsqu'elle prend conscience qu'aucun retour en arrière n'est possible qu'elle va entrer dans la 4e phase. La dépression, phase généralement la plus longue du processus de deuil, caractérisée par une grande tristesse, une détresse psychologique et morale importante et une longue période de remise en question. Les personnes qui traversent ce moment ont souvent l'impression qu'elles n'en sortiront jamais, d'où l'importance de se faire accompagner pour pouvoir décider de vivre au-delà du deuil. Et enfin, aborder la 5e phase, l'acceptation dans laquelle petit à petit, la personne a compris et accepté la disparition de l'autre. Elle peut encore ressentir de la tristesse face au vide ou au manque laissé par le départ de l'autre, mais elle accepte la nouvelle situation telle qu'elle est, avec les changements que cela engendre. Alors Elisabeth Kübler-Ross faisait valoir que ces étapes ne se vivent pas nécessairement dans cet ordre et que toutes les étapes ne sont pas non plus vécues par tous les endeuillés, mais chacun en vivra toujours au moins 2. Ces étapes s'appliquent également à toute forme de perte catastrophique, emploi, divorce ou de déchirure intérieure liée à un être cher ou une situation sans retour possible. Alors je vous le rappelle, souvent ici, à l'antenne d'Europe 1, un travail de deuil prend du temps et il n'y a pas d'urgence à passer à autre chose. En revanche, si on s'aperçoit que l'on reste coincé dans l'une des phases, un accompagnement par un professionnel devient nécessaire pour aider la personne qui le traverse à s'en sortir. Et puis nous sommes aussi là, dans cette libre antenne, pour vous accompagner sur le deuil, comme sur toutes les difficiles questions de l'existence. Un seul numéro pour nous joindre, le 3921. Vous serez accueillis par mes fidèles coéquipiers, Quentin et Corentin, et c'est Fabrice Fougerouz qui ce soir réalise l'émission. N'oubliez pas que vos SMS sont très précieux pour ceux qui passent à l'antenne et aiment avoir l'avis des auditeurs, et pour que je puisse les lire à l'écran, composez nuit en majuscule suivi de 3921. 3921, mais la parole est à vous justement. Bonsoir Gisèle. Gisèle? Allô? Oui, bonsoir Gisèle, vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Oui, je vous en remercie. Voilà. On vous entend, vous êtes avec nous. Oui, donc je dois vous résumer le but de mon appel? Oui, c'est ça. Oui, Voilà. vous nous appelez. Donc, oui, donc je vous ai appelé. Oh, c'est très copieux, je vais essayer de me résumer. Voilà, donc j'ai 80 ans. Par bonheur, c'est une chance. Oui. On me donne pas 70 ans. Je fais de la musique, j'aime beaucoup la nature. Je fais beaucoup de marches rapides. Donc, je suis très maintenue par une vie très saine. Je suis végétarienne. Et grâce à ça, je fais de l'accordéon, du piano. Et grâce à ça, je pense que j'ai gardé une dynamique et par bonheur, une certaine jeunesse qui n'est pas une coquetterie, mais qui fait partie du bien-être. Oui, donc, sûr. Je suis obligée pour le moment de continuer à travailler. Je suis infirmière libérale et depuis des années, je travaille tous les jours, tenez-vous bien, sans exception. J'ai rencontré des choses tragiques. J'ai eu envie de me suicider plus d'une fois. Oui. Je ne l'ai pas fait
pour des raisons heureusement bien positives. D'une part, j'ai une famille merveilleuse qui est en grande détresse à la suite des uns d'accidents, les autres de maladies, fin de vie, et un autre qui est en redressement judiciaire. J'en ai 2 qui sont infirmiers comme moi. Oui. Et l'un voudrait reprendre le cabinet. Il est saisi énormément. On lui donne que 1200 € par mois. On lui saisit tout le reste. Moi, de mon côté, j'ai tellement voulu l'aider que je me suis complètement dépouillée. Et alors maintenant, on me saisit ma maison. J'ai 2 hypothèques. Et j'ai eu un très gros souci avec la CPAM qui m'a réclamé des remboursements incroyables, qui m'envoie des huissiers et qui refusent de me payer. Ils me doivent 3 ans d'honoraires et ils se sont vantés auprès de mes gestionnaires en disant on va la décourager, il faut qu'elle arrête de travailler. Alors ils mettent sur les ordinateurs infirmier fictif. Et quand les gens portent mes papiers, ils disent qu'ils les ont pas reçus. Enfin, c'est odieux. Je vais me résumer. Et alors, j'ai des huissiers régulièrement. Je vis un peu les jours de fériés et les week-ends. Je me dis, il n'y aura pas d'huissier. Mais enfin, je vis avec une épée de Damoclès vis-à-vis de ce harcèlement. J'ai essayé de voir un avocat. Comme vous êtes un peu, c'est compliqué sur le plan administratif dès que ça sort des normes en France. Oui, mais je vous assure que je n'étais pas en tort. On ne peut pas s'étendre Non, mais là-dessus. c'est bien sûr. Voilà. Oui. Mais je compte un jour écrire pour me justifier parce que vous savez, ce qui me tient, c'est la dignité et l'amour propre. Oui. J'ai une très grande dignité, un très grand amour propre. Et puis aussi, alors bon, il y a une grande solitude. J'aurais bien aimé, j'ai perdu mon compagnon le 6 janvier dernier de mort subite. Ça a été très dur parce que pour une fois, j'avais rencontré dans ma vie un être extraordinaire, aimant la grande musique, la nature, comme moi. Nous refaisions le monde sur le plan politique, tout ça, on s'intéressait à tout. Et il est mort subitement. Pour une fois, j'ai rencontré, ça faisait 10 ans que j'étais avec lui. Subitement, je reviens un jour, nous étions toujours ensemble. Il m'accompagnait dans les tournées. Là, il a eu un rhume. Et pendant que je faisais des courses pour lui, je reviens, il était mort. Alors, ça a été un choc terrible. J'ai continué à travailler malgré cela. Je me suis entêtée à donner une image pour ma famille, à me dire, ils sont tellement à terre que je me suis juré de ne pas encore être un poids supplémentaire pour eux. C'est courageux. Et donc, ça contribue. Mais souvent, j'ai une poutre chez moi, dans le short. Souvent, je regarde cette poutre. Je me dis, il ne faut pas, parce que déjà, pour une famille, c'est affreux d'avoir quelqu'un qui finit sa vie comme ça. C'est une négation, et puis ce n'est pas un bon exemple. Et je suis très cartésienne. J'ai pendant très longtemps cru en un Dieu. Je n'y crois plus. Je m'intéresse énormément à l'astrophysique, qui nous apporte des renseignements magnifiques. Et je sais que je crois éventuellement qu'il y a d'autres dans l'univers, qu'il y a d'autres mondes habités. Et je me trouve très très petite dans mon raisonnement. Je trouve que nous avons des dimensions. Nous faisons ce que nous pouvons avec nos sous-développements, mais je suis passionnée par la recherche. Je me dis, elle avance très vite aujourd'hui. Voilà, les vérités existent, mais nous sommes comme un ordinateur qui n'est pas programmé suffisamment pour capter. Donc je suis passionnée de sciences, de physique, de chimie et de maths, parce que comme j'ai considéré que le secret de l'univers était dans ces trois éléments. Donc ça m'aide un petit peu à avoir les pieds sur terre, vous voyez. Mais en même temps, je souffre d'une grande détresse. J'aurais aimé communiquer avec des êtres. Alors figurez-vous que je ne mange plus chez moi à midi. Depuis le 6 janvier, je mange dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je suis dehors. Je vais au même endroit. Et figurez-vous que je trouve des gens. Écoutez, vous faites des rencontres. Ça fait pleurer. Je trouve des gens qui viennent
qui me prennent pour une SDF. Une m'a dit un jour, vous voulez des noix? Non mais écoutez, un autre jour, j'ai un monsieur, il n'y a pas longtemps, qui est venu avec un carton. Mais vous déjeunez à quel endroit? Plein de potage Roico. Mais Gisèle, parce que vous déjeunez à quel endroit? C'est pas dans un café ou non? Vous emmenez votre déjeuner à l'extérieur? Je n'ai pas les moyens. Je n'en ai pas les moyens. Je n'ai pas les Donc moyens. vous emmenez votre déjeuner à l'extérieur pour pas déjeuner chez vous? J'amène mon repas, je me mets sur un tabouret, je me couvre bien. Et j'ai des gens, pourtant je n'ai pas le nerf triste, loin de là, mais j'ai des gens discrètement. Si vous saviez, le 3/4 du monde est infect, est un prédateur. Mais il y en a un quart, madame. Ça vous donne envie de vivre. Oui. Des gens qui se cachent pour venir vous trouver, qui vous portent des... Mais je dis, mais qui êtes-vous? Je dis à une dame, je suis personne, m'a-t-elle répondu. Une autre fois, c'est une autre dame, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, madame, elle m'a dit, je m'occupe des cantines chez des enfants, tous des gens de ces milieux. Un autre jour, un monsieur vient avec un carton plein de Roico. Je ne sais pas d'où il sort ça, comment il me connaît. Il m'a dit, tenez, tous les soirs, je prends ce potage instantané, je mets de l'eau chaude et je soupe comme ça. Et ce monsieur, je ne l'ai plus revu, je le remercie à chaque fois que je prends ce repas chaud. Voilà. Oui. Donc, j'ai les huissiers, ma retraite est saisie. Quand je travaille, la CPAM ne peut pas me payer. Elle dit qu'elle n'a pas reçu mes dossiers. Enfin, ils se sont vantés que de toute façon, ils se débrouilleraient pour me décourager de travailler parce qu'ils ne peuvent pas m'arrêter. Il n'y a pas de loi pour arrêter de travailler à stage. Donc, je garde le cabinet pour mon fils qui est infirmier libéral, qui est en liquidation judiciaire. Oui. D'accord. Et il travaille avec vous dans ce cabinet? Et il essaie de travailler avec moi. Il se relève de très loin. Lui aussi, il avait une compagne depuis l'âge de 15 ans. Je les ai mal élevés. Je les ai élevés avec beaucoup j'en ai fait des êtres très humains. Et alors, c'est mal élevé des enfants que d'en faire des êtres humains, Gisèle. Ils n'ont pas reçu l'éducation que l'on doit donner actuellement. Il y a la prédation partout. Et de mon époque, on laissait les portes ouvertes. On avait confiance. On connaissait la solidarité. On ne connaissait pas cette prédation, cette manipulation. Mais vous-même, Gisèle, vous faites l'expérience d'une certaine solidarité aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des gens... Je m'occupe avec mes familles. J'adore mon métier, madame. Je l'adore. Je vois de très vilaines choses. Je vois les personnes âgées très maltraitées. Dépouillées. Si vous saviez, quand je prends ma retraite officiellement, j'écrirai pour voir si je peux aider. Je vois des personnes âgées battues par leurs filles. Je suis la seule à aller porter plainte. Et tout le monde se barre. Personne ne veut dénoncer. J'étais la seule à ne pas avoir peur des conséquences pour arrêter ces massacres. Je dois me mettre devant une dame de 79 ans qui se fait rouer de coups par sa fille, madame. Et à qui la fille de 53 ans, je dis, si tu me touches, je te colle au mur. Je dis, ne touche pas ta mère tant que je suis là. J'appelle la police. La police m'a dit, oui, on va venir. Je dois partir quand la fille est partie. Bon, ils ont réussi à la coincer, mais je suis la seule à me battre pour la justice. Tout le monde se bat, tout le monde a peur. Personne ne veut dénoncer. Oui, Gisèle, dans vos déjeuners, vous faites des rencontres. Alors, il y a des gens avec lesquels vous arrivez à... discrètement. Non, vous n'arrivez pas à sortir de votre solitude avec ces rencontres? Et non, parce que ces gens sont on sent qu'ils sont gênés. Ils sont polis, ils sont gênés. Peut-être, Gisèle, qu'il faudrait vous mettre dans une autre situation, vous voyez, qui prête moins à cette confusion. Oui. Pour manger avec des gens, je ne sais pas où aller. Non, mais le fait, Gisèle, le fait que vous preniez votre tabouret, je ne sais pas comment vous mettez un coin de rue, si vous mettez par exemple sur un banc public ou quelque chose, voilà, on peut manger un sandwich dans la rue ou sur un banc, ou vous voyez, dans certains endroits. Je vais manger dans un endroit où il y a de la nature, il y a un McDo à côté, et j'ai mon travail qui est de proximité parce que le soir, je repars travailler l'après-midi. Alors, je fais pas trop de va-et-vient avec ma voiture parce que je dois payer l'essence. Je dois mettre l'essence et j'ai toujours peur de pas avoir assez pour mettre de l'essence. Donc, j'essaie de zigzaguer le moins possible. Oui, parce que malheureusement... Et à votre travail, vous rencontrez des gens, Gisèle, puisque vous continuez à travailler. Mais je ne parle pas de tout ça.
Oui. Je leur dis bonjour. En fait, monsieur, vous avez bonjour, besoin madame, de parler. C'est pour oui, Gisèle, vous avez besoin de parler, c'est pour ça que vous appelez ce soir. Oui, je ne leur parle pas de mais je ne sais pas s'il existe. Alors je suis fait aller vers une assistante sociale. Oui. L'assistante sociale, tout de suite, on vous mettrait sous curatelle, alors que je vis avec un minimum, je n'ai jamais fait des dettes. Je me suis dépouillée pour aider ma famille. Et puis pour rembourser tout ce... Alors j'ai les impôts qui m'ont hypothéqué la maison, qui me demandent des sommes astronomiques, alors que je n'ai rien, je n'ai pas de revenus. Gisèle, ce serait bien que vous trouviez, alors je sais pas, amis, connaissances autour de vous, ou quelqu'un avec qui échanger, pour pouvoir un peu parler de votre vie, de tout ce que vous vivez. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup à raconter pour vous. Et effectivement, vous le disiez au début, votre solitude vous pèse. Essayez de voir autour de vous à qui vous pourriez vous confier, parler, échanger, parce que votre compagnon vous manque. Et on a bien sûr ce besoin de parler, de contact. Avec mon compagnon, je pouvais parler. Oui. J'avais déjà ces difficultés, mais on était deux. On était forts à deux. Mais je ne suis pas pleurnicheuse de nature. Non, j'entends bien, j'entends Gisèle. Au contraire. Oui, merci. Oui, Gisèle, merci de nous avoir appelé. On a d'autres appels, mais je vous encourage à essayer de trouver autour de vous, de créer des gens que vous sentez un peu ouverts, quelques liens pour pouvoir vous raconter. Et puis si dans la libre antenne on a des appels pour vous, on sera effectivement, et bien sûr, très heureux de vous les transmettre. Oui. Merci de nous avoir appelé, Gisèle. Bon courage à vous. Quel est le numéro sur Europe? Je n'arrive plus à vous retrouver. C'est 3921 pour nous joindre, Gisèle. Non, mais pour ce soir, je cherche. Ah, ça dépend dans quelle région vous êtes, Gisèle. Mais Quentin va vous rappeler pour vous donner le numéro. C'est gentil. La fréquence. Je vous remercie. Oui, merci à vous. Merci, Gisèle. Bien des choses. Au revoir. Merci. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. Au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Si jamais j'oublie, c'était Zaz sur Europe 1. Alors Gisèle, il y a Monica qui vous envoie un joli message qui vous dit « Vous n'êtes pas seul à voir, à constater, à dénoncer. On est dispersés, on se bat chacun de notre côté, mais vous n'êtes pas seul. » Et puis un aide-soignant qui était très touché par votre témoignage, Gisèle, et qui dit « La musique est belle, courage Gisèle, gardez le courage avec votre cœur et vos passions. Je vous embrasse affectueusement. » Signé Christophe. Vous êtes là, Louisa? Oui. Oui, bonsoir Louisa. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Je salue tous les auditeurs. Oui. Je leur dis bonsoir et je veux participer à la douleur de ce qu'ils ont perdu leur être cher. Oui. C'est aujourd'hui. Parce que comme j'ai dit à Quentin que je remercie beaucoup pour son accueil parce que j'étais submergée de chagrin. Il m'a permis d'aller boire un verre d'eau. Oui. Parce que dans l'année, moi aussi, j'ai perdu ma mère et ma sœur. Oui. Et j'ai du mal, j'ai remarqué que les étapes que vous avez données, ça me concerne, quoi. Oui. Je me suis retrouvée dans les étapes. Oui. C'est la culpabilité qui me submerge. Oui. La culpabilité, j'aurais dû être plus proche d'eux, j'aurais dû les contacter un peu plus. Oui, c'est souvent ce qu'on se dit dans ces cas-là, c'est le temps qui manque, on se dit j'aurais fait autrement. Oui. Oui. C'est surtout ma sœur, parce que ma mère, elle était un peu âgée. Bon, c'est pas une raison pour qu'elle parte, mais ma sœur, elle m'a achevée. J'ai même oublié de vivre moi-même. Depuis? Ça s'est passé quand, Louisa? Ça fait même pas un an. Même pas un an. Oui. En un an, j'ai perdu les deux. Oui. Et c'était à 8 mois d'écart. À 8 mois d'écart.
D'un accident, d'une maladie? Non, ma soeur, elle a été malade longtemps, alors je me disais, elle aurait dû se soigner mieux, elle aurait dû... Oui, elle aurait dû, ça aurait pu être autrement. Mais ça n'est pas autrement. Ça n'est pas autrement, Louisa. C'est comme ça que ça a été. Oui. Voyez, ce que disait, je l'ai pas cité, mais ce que disait Freud aussi, il disait que lui avait vu 3 phases et il parlait surtout de la confrontation à la réalité. À quoi on se confronte, il y a une réalité et on peut pas la changer. C'est ça qui est difficile. Ce qui reste, il souffre aussi. Oui. C'est comme une horloge qui s'arrête. Oui, et quand on oublie de vivre. Moi, j'oubliais de vivre. J'ai presque envie de rien. Je me force. Oui, c'est comme si vous essayiez de renégocier le passé. Oui. Mais il est non négociable et c'est ça qui est difficile pour vous. Et pour tous. Je me culpabilise aussi des 2 côtés. Je dis, j'ai oublié de m'occuper des autres qui sont autour de moi, qui sont encore là, mes enfants. Mais ça, c'est pas trop tard pour vous, Louisa? J'arrive pas. Oui, vous êtes trop triste. Vous vous faites accompagner, Louisa, dans ce passage difficile pour vous, parce que j'ai contacté un psychiatre au début de leur décès, mais après le courant il n'est pas trop passé. Ah, d'accord. Ça m'a encore plus découragée. Non, il faudrait que vous arriviez à trouver, justement, comme vous dites, quelqu'un avec qui le courant passe, et surtout pouvoir parler, parce que là, ce qui est important pour vous, comme vous le faites d'ailleurs ce soir, et c'est bien, vous voyez. J'ai pris mon courage, là, j'ai dit, il faut que j'appelle, parce que comme vous avez cité les étapes, au début de votre intervention, là, je me sentais vraiment concernée. Mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Non, bien sûr que non. Vraiment le deuil, on le fait, je ne sais pas quand. Non, il se fait... en fait, c'est presque le mot faire, d'ailleurs, qui est inapproprié, parce que c'est difficile de faire quelque chose. On le vit, en fait. On devrait d'ailleurs dire vivre un deuil. On vit ces étapes-là. Mais le faire, notre action est limitée, puisque c'est un processus qu'on est en train de vivre. Alors, par contre, ce qui n'est pas limité dans votre action, Louisa, c'est d'essayer petit à petit, voyez, dans cette acceptation parce que à force de ressasser l'histoire de qu'est-ce que ça aurait pu être, de se rendre compte que les choses on ne peut pas les changer. Toute la journée, je fais que ça. Toute la journée, vous faites que ça. Toute la journée, je fais penser que ça. Il n'y a que le sommeil qui me fait échapper. Et quand vous y pensez, Louisa, vous imaginez tout ce qui aurait pu être autrement, ou tout ce que vous auriez pu faire autrement? Oui, je dis, j'aurais pas dû me comporter. On s'entendait bien tous, mais j'ai dit, j'aurais dû être plus proche d'eux, j'aurais dû manifester plus souvent, j'aurais dû profiter d'eux plus souvent. Oui, ça c'est profiter d'eux, c'est pour vous, Louisa, mais par contre, vous voyez, je veux dire. J'entends bien, mais ce que vous dites, c'est d'abord que vous l'avez été présente, et on ne peut pas se comporter dans une vie en imaginant tout le temps le pire. Vous étiez avec vos enfants, j'imagine votre travail, votre vie à vous. Même malade, on se dit non, ils vont pas, c'est-à-dire ils vont pas décéder, ils vont s'en sortir. On a toujours un espoir. Oui, mais toutes ces pensées, vous voyez, qui vous retiennent en arrière, les retient eux aussi en arrière. On dit qu'on les laisse pas partir. Parce que ce sont des âmes aussi qui s'en vont, et c'est important d'un moment donné de les lâcher. Louisa, de les aider à partir. Je les rêve souvent. Dès que j'arrive à m'endormir, je les rêve. Oui. C'est-à-dire que même dans mon sommeil, elles sont là. Elles sont là, oui. Alors, qu'elles soient là, Louisa, vous voyez, parce que peut-être que c'est bien de pouvoir les garder un peu en rêve, mais de les lâcher la journée, de les retrouver la nuit dans vos rêves et dans les souvenirs heureux avec elles. Oui, ça va être bizarre, mais quand je les rêve, le matin, je suis contente de les avoir vus. Ah, bah tiens, ça vous apaise en fait? Oui. Et la journée, du coup, est moins douloureuse de ressasser quand vous en avez rêvé? La matinée, mais après, dans la journée, ça revient, la douleur. Mais le matin, je suis contente de les avoir vus dans mon rêve. Est-ce qu'il y a des jours, Louisa, où vous vous dites que, où vous commencez à entrevoir que vous ne pouvez pas changer ce passé?
Voyez que penser à tout ce que vous auriez dû ou pu être ou vivre, il y a quelque chose de fini, parce qu'en fait, c'est une façon pour vous de ne pas les lâcher, de ne pas les quitter, mais vous ne les quittez pas. D'abord, vous en rêvez, on peut penser à des gens très chers, des personnes très proches, sans pour autant, vous voyez, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans toute cette idée de dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, que vous allez les lâcher, vous allez y penser, mais y penser autrement. Oui. Y penser dans les bons souvenirs que vous avez vécus, dans le fait de parler de vous. Vous parlez d'elle avec vos enfants, vos proches, oui, c'est important. Avec mes enfants, oui. Ouais. Mais eux, ils en ont marre, ils me disent, maman, arrête un peu avec... voilà. Vous en parlez de quelle façon, Louisa, quand vous en parlez? Je dis à mes enfants, votre tante, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle disait, voilà, ça me fait rappeler votre tante, ça dépend des conversations. Oui. Je dis, voilà, et... Mais ce sont des souvenirs heureux, en général, que des jolies choses que vous avez vécues avec toutes elle? Les familles, les souvenirs de voilà, heureux, qui vous reviennent, oui. De conflits, Mais vous parlez beaucoup à vos enfants? Oui, mais ça les agace, vous savez, ils sont adolescents et tout, ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils aimeraient peut-être vous voir passer à autre chose. Eux aussi, ils ont de la peine, alors ils ne veulent pas... Oui. Et les étrangers, je ne veux pas leur... Vous en avez déjà parlé dans votre antenne, ils n'aiment pas trop les ennuis des autres. Oui, c'est vrai, Louisa. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ils vous invitent aussi, c'est aussi une demande qu'ils vous font d'avancer. Comme dit Laurent, c'est plus proche, c'est ce que vous décidez de vivre maintenant alors qu'ils sont partis. Vous pouvez rester très proche, Louisa. C'est ça qui me gêne parce que j'ai presque oublié de vivre depuis qu'ils sont partis. Je pense qu'à eux, qu'à elles. Oui, mais ça vous rend pas plus proche d'eux. Ou d'elle plutôt, en l'occurrence. Vous voyez ? C'est pas d'arrêter de vivre ou d'arrêter de vivre votre vie, de ce qui est important pour vous et même pour vos enfants, qui va ni les faire revenir, ni être important. C'est un peu comme si vous leur donniez à elles la vie que vous n'avez pas pu leur donner avant leur départ. Comme si vous punissiez, en d'autres termes. Oui, je sais. Vous voyez, vous leur donnez un morceau de cette vie, de ce temps, de ces pensées que vous n'avez pas eu au moment où ils étaient en vie. Voilà, quand je pense à eux, c'est comme si je leur donnais un peu de mon temps que je ne leur ai pas donné avant, c'est vrai. Voilà. Vous le dites très bien, Louisa, c'est exactement ça. Et ça me soulage quand je pense à eux. Oui. Et surtout quand je les rêve le matin, je suis bien, je les ai vus dans mon rêve. Alors que quand elles étaient présentes, avec la vie qu'on mène, le travail, les enfants et tout, on avait des empêchements. Oui. Mais vous voyez, Louisa, comme le dit Aliso, quand on a tout essayé, s'est occupé de tout, était à 100% présent, même là, on se sent encore coupable de ne pas avoir fait assez, dit Aliso, et elle a raison. On a toujours une forme de culpabilité, de regret, de ne pas avoir passé assez de moments avec l'autre, de ne pas avoir été à l'écoute des jours où on l'était moins. Il y a toujours ce moment dans lequel vous passez aujourd'hui. Ce qui semble important, là, Louisa, pour vous, c'est de ne pas rester trop longtemps dans... Je parlais des étapes tout à l'heure, on passe des phases, et ce qui commence à vous empoisonner l'existence, c'est quand on reste trop longtemps. Voilà, c'est le mot empoisonné. Oui, c'est vraiment pour ça que j'emploie ce mot-là. Vous savez trouver les mots sur ce qu'on ressent. Oui. Parce que moi, dès le début, quand je vous ai entendu donner les étapes, je me sentais vraiment concernée par le 1, le 2, le 3 et je sais pas le 5 quand je vais l'aboutir. Oui, un peu de temps, mais Louisa, c'est cette histoire de poison empoisonné. Vous savez, quand on est empoisonné, c'est qu'on a ingurgité quelque chose, une substance, on n'avance pas. Donc, Louisa, vous pouvez aujourd'hui, vous, lâcher quelque chose de ce poison que tous les jours, vous insufflez dans les veines, dans partout. Et le transformer en quelque chose sous une forme, j'emploie le mot prière, mais de pensée, sous forme de prière à des âmes, à des êtres qui sont partis et qui ont besoin de vous, de votre soutien, mais d'une autre façon. C'est pas de vos pleurs. Ça me vient l'idée, je dis peut-être que en trop pensant en eux, peut-être que je les perturbe, même
Même dans leur mort, je les perturbe. Ouais, elles n'ont pas besoin de vos pleurs et de vos regrets. Elles ont besoin de votre lumière, de votre soutien et de votre amour. Et vous l'avez, tout ça. En tout cas, vous avez l'amour. Donc, l'amour du regret, faites-en un amour lumineux de puissance. Ouais, pensez à elles de la plus jolie façon pour les aider à partir, à faire le chemin. Ce sont des âmes maintenant, elles partent faire leur chemin. Donc Louisa, vos larmes et vos regrets, ce temps, dites-vous, voilà, on n'a qu'à se dire ensemble ce soir, Louisa, que vous leur avez consacré du temps, là, tout ce temps de pleurs, de regrets, de culpabilité. Oui, surtout quand on entend des drames comme aujourd'hui, ça ravive toujours, bien sûr. Éclaboussement. Bien sûr, bien sûr. En plein fouet. Oui. On passe plus à ce qui sont partis quand il y a des trucs. C'est vrai. Des décès comme ça. Oui, vous avez raison. Mais peut-être que là, le temps est venu pour vous de dire, voilà, j'ai consacré finalement tout le temps que j'avais pas consacré, je l'ai consacré à les pleurer beaucoup, à les regretter beaucoup. Je m'arrête pas, c'est vrai. Et peut-être que là, il y a un autre temps qui peut s'ouvrir pour vous. Allez dans un bel endroit, là, je sais pas, ce week-end, dans les jours qui viennent. Allez vous ressourcer dans la nature, trouver un bel endroit. Allez déposer dans la nature votre tristesse pour en faire autre chose, et puis revenez chez vous, allumez une bougie, pensez à elle, et retrouvez un peu de sérénité. Je fais des prières, la bougie, j'ai pas allumé encore, mais je fais des prières. Mais allumez une bougie quand vous reviendrez de votre promenade. Allez déposer votre chagrin. Je vais le faire. Je vais tout essayer. Voilà. Non, mais c'est pas essayer. Parce qu'essayer, vous savez, quand on essaye de faire quelque chose, on n'y arrive pas. N'essayez pas, faites-le. Faites-le, Louisa. Allez déposer votre chagrin dans un bel endroit. Posez-le comme, je sais pas, des fleurs, une pierre, ce que vous voudrez. Un fardeau. Exact. C'est pour ça que je pensais à une pierre plutôt. Trouvez une jolie pierre qui vous plaît. C'est mon fardeau et je vais aller le déposer quelque part. Et puis rentrez chez vous, allumez une bougie et recueillez-vous paisiblement. Avec le sourire, mettez-vous une jolie musique et restez dans ce moment. Et ça va vous aider. Heureusement qu'il y a Europe 1, cette émission-là, moi, je vous dis franchement, je l'ai découverte, ça fait pas longtemps. Oui. Et vraiment, on entend de tout, quoi. On relativise quand on entend certains problèmes. Hein. Oui. Quand, avant le décès de mes proches, j'entendais sur votre antenne, dans votre émission, là, des histoires, franchement, on se dit que, voilà, on relativise, quoi. On se dit que nos histoires, c'est rien, quoi, à côté de certains. Oui, c'est vrai, et en même temps, quand on les vit pleinement avec toute la douleur qu'elles ont. Je plains certaines personnes, c'est vrai. Oui, ça, je vous souhaite beaucoup de courage et je ne doute pas que vous en avez. Comme dit Monica, attention, votre deuil ne se transforme pas en regret permanent de par l'oubli des vivants et que vous êtes bien en vie. Vous avez vos enfants qui sont des ados pleins de vie, qui ont besoin d'une maman qui retrouve un peu le sourire au travers de ses larmes. Ça vous empêche... avant, je rigolais beaucoup. Allez, voilà. Alors, vous allez aller déposer votre pierre et puis rentrer avec un joli sourire tout doux. Et s'il y a des nuits où vous pleurez, laissez-vous pleurer de temps en temps. Ça vous fera du bien aussi. Oui, je vais le faire. Bon Déjà, courage. quand je vous ai parlé, le fait que les auditeurs m'écoutent et tout, ça me soulage quand même. Oui. Ça m'a soulagée. Il y a Laurence qui ajoute, mettre une bougie, et ne pas vous en occuper et passer à autre chose. Oui, c'est vrai. C'est gentil. Oui, bon courage à vous. Merci, je vous embrasse, Sophie. Lisa. Je vous embrasse. Moi aussi, vous aussi. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Ah, très très belle chanson. Vous avez reconnu les Beatles, bien sûr, Yesterday. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Sophie. Oui, Philippe à l'appareil. Très émouvante cette chanson des Beatles. Oui. Elle suscite toujours chez moi des... Moi, je vous appelais Sophie pas pour des histoires de divorce,
parce que je n'ai jamais été marié, mais j'ai vécu longtemps avec une femme. Je vous appelle pour deux choses par rapport au drame de ce matin. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée parce que j'ai perdu ma compagne au mois de janvier. Oui. Je vois qu'au mois de janvier, s'est passé pas mal de choses. Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu Gisèle qui a perdu son mari. Et je constate que depuis toute l'année, là, il y a des événements qui peuvent se rattacher à moi, hein, et aussi aux autres humains là sur la planète. Oui. Parce qu'on parle souvent de la France, mais il y a des tas d'événements horribles qui se passent à travers le monde. Et je vous parlais un petit peu de mon deuil, des problèmes que j'ai depuis. Et je voulais vous parler par rapport, je voulais me raccrocher, je voulais rebondir par rapport au drame atroce de ce matin. Oui. Parce que j'avais étudié à un moment le phénomène de la synchronicité de Carl Jung, et je crois beaucoup à ça. La synchronicité, le libre arbitre, le déterminisme. Je trouve que ce sont des phénomènes très importants dans la vie des êtres humains. Et vous voyez, par exemple, ce matin, le camion, une minute plus tard, une minute plus tôt, 50 mètres ou 100 mètres plus tôt, ça ne se serait pas passé. Ça ne se serait pas passé. Et ces gens-là ne seraient pas morts dans des souffrances atroces. La seule consolation que j'ai, c'est que je me suis dit, c'est terrible ce que je vais vous dire, c'est que heureusement ce n'étaient pas des enfants. Mais c'était des êtres humains, des gens qui partaient en balade, qui faisaient un bon plaisir, et voilà. Et ça aurait pu très bien ne pas se passer. Il y a des gens qui devaient venir, qui ne sont pas venus pour une raison X, Y, Z. Pour ça, je raccroche ça au concept de déterminisme, libre arbitre. Justement, Philippe, pour les auditeurs, oui, Philippe, justement, parce que tous les auditeurs ne connaissent pas ces concepts, expliquez-nous justement la synchronicité de Jung, justement, ce qui vous a interpellé dans les événements de ce matin. C'est ce que je vous disais, c'est à 100 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, une minute plus tard. C'est le fait que ça s'est passé à la seconde près, en fait. Donc c'est inexplicable. Je veux dire, comment expliquer le fait qu'un camion... Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Moi, j'ai vu que ça va être un problème d'État, enfin un problème d'État, parce que je résume vite fait pour les problèmes qu'on peut... Je vais pas m'étendre, mais je vais résumer. Les ceintures obligatoires dans les autocars. Je suis persuadé que des personnes ont été emprisonnées, n'ont pas pu se sortir à cause de la ceinture de sécurité. On ne sait toujours pas pourquoi les incendies se sont déclenchés aussi brutalement. Pourquoi la vitesse n'est pas limitée? Pourquoi on n'a pas coupé les arbres? Pourquoi dans un virage on n'a pas mis Enfin, je ne sais pas. Il y a tout un tas de choses. Il y a un tas de responsabilités. Oui, ce ne sont pas que les chauffeurs qui vont. Non, j'entends ce que vous dites, Philippe, mais voyez le concept de synchronicité chez Jung, c'est lui on parle en tant qu'être humain, par exemple vous allez en librairie, vous pensiez à un sujet ou à quelqu'un et vous tombez sur un livre qui vous parle de ça, ou vous faites une rencontre dans la. C'est ça, hein. Ce dont alors là, oui, mais là vous l'adaptez. D'accord, mais vous l'adaptez à un accident d'autocar. Là, j'avoue que le concept de Jung par rapport à l'accident de ce matin, c'est pour ça que je vous demandais quel lien vous faisiez, parce que c'en est pas. C'est malheureusement l'inexplicable. Alors là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui est synchrone. C'est brutal, c'est la catastrophe, c'est l'imprévisible. C'est l'imprévisible de la catastrophe de lui à cet endroit-là, ce camion et ce car au même moment. Oui, mais il y a des catastrophes qui se déclenchent, les tsunamis. Oui, ce serait plutôt. Mais Philippe, ce serait plutôt du déterminisme. Non, mais on serait plutôt dans le déterminisme, c'est-à-dire ça devait se passer comme ça. Vous voyez, voilà, c'est juste la nuance. Oui, on ne sait pas. Voilà, on comprend on saura jamais ni pourquoi ni comment, mais on va dire une forme de déterminisme.
Voilà. Oui, c'est vrai. Et là, du coup, on est un peu plus proche. Alors que l'idée de Jung, c'était de dire, par moment, il y a des événements, en fait, qu'on impute plus ou moins imputables au hasard, mais qui ont du sens. C'est le hasard qui a du sens. Voilà. Oui, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres phénomènes, effectivement. Moi, j'ai fait des rencontres, par exemple, avec des gens. Il m'arrive très souvent de revoir des gens à un endroit, à un moment X, que je pouvais ne pas. Bon, il y a des tas d'événements comme ça. Moi, il y a des tas d'événements bons et mauvais. Hein. J'ai les deux. Et là, je vais parler un petit peu de mon cas plus personnel. Enfin, je voulais parler du livreur vide, déterministe et la synchronicité un petit peu quand même. Oui, je vous en remercie. Philippe, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on reste ensemble, puisque vous souhaitez parler de votre histoire. Hein. Je vous remercie pour cette introduction, parce que c'était très intéressant. On arrive aux informations. Vous restez en ligne. Maintenant. Vous connaissez bien le Voici une émission formidable. Oui, donc, c'est ma mère qui me fait connaître et qui l'écoutait, qui n'écoute plus. Bon. Et maintenant je l'écoute régulièrement. Alors je vous dis à tout de suite, Philippe. Tout à l'heure. À tout de suite. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et on retrouve Laurence Gontier pour le journal. Bonsoir Laurence. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements douloureux de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21, en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. Quentin et Corentin sont là et reçoivent vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Philippe qui était avec nous juste avant le journal. Oui, vous êtes là, Philippe. Oui. Mis à part le sport, enfin moi je suis anti-foot, hein, donc les nouvelles sont pas joyeuses. Le petit gamin, l'écart, enfin bon, et ce qui se passe aussi dans les pays, enfin bon, c'est voilà. Moi je suis un peu dans la déprime depuis plusieurs mois parce que j'habite dans les Yvelines. J'étais sur Paris, après on a été dans le 92 avec ma compagne, on avait déménagé dans les Yvelines pour être proche forêt, bois, etc. Et elle est décédée brutalement d'une ça c'est un peu injuste, les morts brutales, parce que vous n'avez pas le temps de vous préparer. Comme disait Monica, non pas Monica, si Monica avant, si on avait su, etc. Mais là... oui, c'était Louisa. Oui. Louisa, voilà, pas Monica, Louisa, Et on n'a pas le temps de se préparer, alors à choisir une mort brutale, qui est bonne pour la personne qui... parce qu'effectivement, elle souffre pas, enfin, elle souffre peut-être quelques secondes. Et puis et avoir un cancer pendant des semaines, des mois, bon, c'est vraiment le choix. Mais pour les proches, je pense que c'est quand même un peu mieux de pouvoir se préparer. Enfin, c'est malheureusement on n'a pas le choix, hein, donc. Non. Et elle est morte d'une dissection de l'aorte. Alors, je voulais en parler aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. On connaît les crises cardiaques, on connaît les AVC, dissection de l'aorte, j'avoue que je ne connaissais pas. Et la veille, on était parti en forêt parce qu'on se baladait beaucoup dans la nature. Et on était dans une petite maison dans la nature. Et elle était assez discrète, secrète, ma compagne Noël. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, elle était introvertie. Mais on est très très bien ensemble, hein. Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Hein. Et c'est pour ça que quand j'entends vos émissions, je peux dire, je désespère quand j'entends les gens parler de divorce. Je me dis, mais profitez-en, ne vivez pas forcément, ne vous obligez pas à vivre avec quelqu'un parce que vous voulez être, comme disent certains, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais j'entends tellement sur vos antennes parler de solitude que je ne sais pas s'il vaut mieux pas être un petit peu mal accompagné dans la mesure où on n'est pas frappé par un mari, un homme. En général, c'est le cas, c'est pas la femme qui va le mari, que d'être seul, hein, parce que la solitude, ça pèse quand même. Hein. Moi, j'ai 59 ans et j'avoue que je suis depuis quelques mois, je travaille en plus dans une association de victimes et donc ça facilite pas les choses. Et
donc j'ai une vie en dents de scie actuellement, vous voyez. Mes enfants sont en province, ma mère est un peu déprimée parce que bon, à un certain âge déjà, et ça facilite pas les choses. Et alors tout ça s'est passé au mois de janvier, justement comme je le disais tout à l'heure avec Charlie Hebdo. Et puis depuis, je vois des tas de choses et ma déprime part pas. Je veux pas consulter parce que je suis allé à des réunions, vous savez, des réunions où les gens sont dans la déprime depuis des années, mais je me dis mais comment ils font? Ils sont et on n'a pas l'impression qu'ils soient guéris. Il y a des tas d'associations. À propos, c'était vous qui étiez là hier soir, je crois. Hein, non, c'était Caroline Dublanche. Ah oui, d'accord. Oui, okay. Bon, du lundi au jeudi, c'est j'ai entendu que la fin. J'ai entendu que la fin de l'émission où il parlait des femmes de grande taille. Et comme je suis beaucoup dans le milieu associatif, il y a des associations pour les gens de grande taille. Donc, voilà, et elles ne sont pas toujours très connues. Philippe, vous vouliez dire, quand vous dites j'ai pas envie ou besoin, je me sens pas bien dans l'accompagnement, dans ce qui m'arrive, même un accompagnement individuel, c'est-à-dire d'aller parler à quelqu'un, d'élaborer votre histoire. Oui, mais le problème, c'est que j'ai souvent entendu dire il faut choisir le bon psy, il faut choisir la bonne psychologue, et vous la trouvez pas forcément. Vous pouvez avoir la chance de tomber tout de suite sur elle. En vous faisant confiance, en vous faisant confiance, tout simplement, Philippe. En vous faisant confiance. En se faisant confiance à soi-même, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire comment vous vous sentez avec la personne, parce que on tombe pas sur le bon. Vous voyez, il y a pas, comment dire, comment tomber d'ailleurs amoureux, mais en fait, c'est une rencontre et vous le sentez dès la première séance en vous disant est-ce que je me sens bien déjà dans ce lieu, est-ce que je me sens bien avec cette personne, est-ce que je me sens écoutée, est-ce que les premières réponses que j'obtiens me donnent le sentiment d'être écoutée. Vous voyez, c'est toutes ces indications-là. Et si on le sent pas, le transfert peut pas se faire et le travail ne peut pas se faire non plus. Donc c'est une question de rencontre, de part et d'autre d'ailleurs, de part et d'autre. J'avoue. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je sais bien, c'est comme une rencontre amoureuse, mais je bloque. J'ai toujours un peu bloqué vis-à-vis de la psychologie, de la psychiatrie. On a dit tellement de choses. Les gens faisaient des années d'analyse. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient mieux qu'avant, ou alors c'était pire. Vous voyez, j'avoue que je bloque. Alors j'ai pris un peu d'antidépresseurs au départ. Et comme je veux pas être addict, je fume pas, je bois pas, enfin je bois un petit peu, donc si ça va pas, je bois un tout petit peu plus, au lieu de boire un verre, je vais en boire 2 ou 3, vous voyez. Mais le psychiatre, la psychologue, ça c'est. La question, je vais y venir. Il y a des étapes, comme vous l'avez dit. Non, pas forcément. Non, mais moi je vous dis pas qu'il faut absolument y aller. En fait, vraiment l'indication, c'est quand on sent et ce que je disais tout à l'heure à Louisa, quand on reste trop longtemps au même endroit. Voilà, je parlais des phases tout à l'heure en introduction et que toute phase appelle la suivante. Mais quelquefois. Au même endroit, c'est-à-dire. Quand on se sent bloqué, toujours en ressassant la même étape de douleur et que la douleur s'ancre, au lieu de la sentir faire son travail, au lieu qu'elle s'assouplisse, vous voyez, avec le temps, elle s'endurcit laisser faire le temps. Il faut beaucoup de temps et c'est vrai qu'on a une société qui aujourd'hui dans le DSM-5, le grand livre des maladies psychiatriques, met le deuil en pathologie à quelques mois. Donc ça peut pas, voilà, c'est juste impossible. Mais en revanche, faire attention au moment où on se rend compte qu'on est toujours coincé dans cette même douleur qui ne passe pas. Vous voyez, c'est cette douleur qui a toujours de même nature, le même ressenti, la même force, parce qu'elle bouge. Moi, c'était pas exactement ça. Non, c'est pas ça. Oui, moi, ça bouge d'une journée sur l'autre. Ça dépend qui je vois. Vous voyez, par exemple, avant, j'étais dans une association de victimes de la justice, parce que moi, je suis du signe de la balance, donc je suis pour la justice. Et là, je suis dans une association de victimes des défenses des usagers des banques. C'est l'argent, c'est pas du tout mon truc. Mais je travaille avec des gens très sérieux, très compétents,
Le problème, c'est qu'ils ont leur vie et j'essaie de faire bonne mine. Ils connaissent le drame que j'ai vécu au mois de janvier, le drame personnel. Mais le problème, c'est que, comme disait la petite méditrice précédente, les gens, si vous allez dans une soirée, vous plombez donc vous êtes obligé de faire hypocritement bonne mine, mais vous dites est-ce que j'ai bien fait de venir, et dans le milieu du travail c'est pareil, ça me plombe. Pourquoi vous dites que c'est hypocrite, Philippe? Vous voyez? Parce que si vous faites bonne mine, les gens s'ils savent, ça va. S'ils savent pas, on serait jamais douté qu'il avait, eu un décès dans sa. C'est de leur prêter peut-être des intentions. C'est aussi un respect. Vous voyez, parce que faire bonne figure, c'est aussi un respect de ceux qui invitent, de ceux avec qui on est, et c'est aussi retrouver de la ressource, parce que le temps d'une soirée, le temps d'échanger, même sur des futilités. On parle d'autre chose, on se divertit d'une certaine manière, et le divertissement, ça permet au psychisme de reprendre un peu d'air. Sinon, on tourne en boucle tout seul sur sa tristesse, et c'est pas très, vous voyez, c'est pas très aidant. Alors ça n'empêche que la situation, ce n'est pas très aidant. C'est-à-dire que la situation, tout aussi terrible qu'elle soit, et elle ne bouge pas, mais ça nous permet par moments de reprendre un peu d'air frais, un peu de ressources, un peu de paix en soi, le temps d'une soirée, d'un échange où on a oublié en quelque sorte, mais alors qu'on n'oublie pas, mais en tout cas on a laissé son malheur à la porte de chez soi, et puis on le retrouve quand on rentre. On l'a laissé 1 heure ou 2. Mais c'est toujours ça de gagner. Mais c'est toujours ça de gagner, Philippe, vous voyez. Oui, c'est toujours ça de gagner. Petit à petit, vous voyez, j'entends petit à petit. Et que petit à petit, c'est une forme de quelque chose qui soulage. On parle de soulagement, ça soulage. C'est un peu moins lourd le temps d'une soirée de quelques heures. Ce que dit Renée d'ailleurs, vous voyez, on parlait d'aide. Elle disait le malheur n'avertit jamais, mais le temps vous aidera. Si votre dépression persiste, il faut vous faire aider pour ne pas tomber dans la mélancolie. Et j'y réponds, ne pas sombrer d'ailleurs dans la mélancolie. Je suis dans la mélancolie. Oui, c'est ce que j'entends. Je suis à la fois dans la déprime et dans la mélancolie, mais je fais avec. Mais je suis dans la mélancolie, oui. Peut-être qu'elle vous plaît. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas de plus grave, c'est simplement l'installation. Peut-être aussi, Philippe, que pour l'instant, elle vous va bien, cette mélancolie, parce qu'elle vous permet de penser à votre compagne. Je ne sais pas de quelle façon vous pensez à elle, mais de penser de façon douce et triste à la fois à elle. Quelle couleur elle a, votre mélancolie? Vous diriez quoi? Oui, c'est une bonne question, oui. Est-ce qu'elle est très noire? Est-ce qu'elle est gris clair? Est-ce qu'elle se teinte comme les ciels, comme les crépuscules? Non, elle est plutôt grise. En plus, là, on est en hiver, on rentre dans l'hiver, donc elle est plutôt grise. En plus, je vais vous dire, il y a eu d'autres événements personnels. On a perdu notre chat, et on avait déménagé. On était à Mantes-la-Ville, maintenant on est à Verneuil-sur-Seine. Et on avait déménagé pour des problèmes de nuisance à cause d'un bar à chicha. Et donc on avait ramené, vous savez, les bars à chicha où ils fument les choses. Alors ça se termine à 2-3 heures du matin. Pendant le ramadan, c'est 5 heures, 6 heures. On a été obligé de déménager. Les plus gênés partent. Enfin, on était là avant. Et donc on avait rapatrié un chat qui s'était pas attaché à nous. C'était un petit peu en bagarre avec un autre. 2 jours après, on s'est dit ça va lui plaire, elle va être tranquille, il y a d'autres chats, d'autres. Et puis 2 jours après, elle est morte. Là, on m'a confié une poule là, pendant 3 mois. Il y a eu des travaux, on a coupé des arbres. Enfin, il y a un certain nombre de phénomènes Vous voyez, on a coupé des arbres, on avait des beaux tilleuls. Ils les ont coupés parce qu'il fallait faire un trottoir. Donc il y a 3 mois de travaux, on a coupé les arbres. Mais ce que j'entends, Philippe, vous voyez, c'est que, et je reviens au tout début de notre conversation, et on va conclure là-dessus, c'est que en fait, comme vous êtes dans la perte, encore dans l'essence de la perte, vous observez tout ce qui est de l'ordre de la perte.
jusqu'aux arbres d'ailleurs, parce que vous vivez la perte intensément. Vous êtes dans cette période où vous vivez encore intensément la perte, donc je vis dedans parce que c'est une réalité, parce que c'est une réalité et que du coup on m'a confié une poule, elle est morte il y a 4 jours, vous voyez. C'est la réalité. Et ça crée une résonance avec la perte principale, qui est celle de votre compagne. Et pour vous, c'est difficile en ce moment, en tout cas, de remonter cette pente de la mélancolie. Être dedans, pourquoi pas, parce que c'est une des étapes essentielles. Maintenant, c'est vous qui allez voir dans le temps qui va se passer, et en janvier, au moment des dates anniversaires, où vous en serez, et s'il est temps pour vous, voyez, de dire ok, j'ai un peu besoin d'être accompagnée sur ce chemin-là, ou pas. Et il y a Françoise qui ajoute qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais psy, il y a celui qui nous convient. Le psy permet de vivre au mieux son quotidien et permet une meilleure connaissance de soi en cherchant dans l'inconscient, dit Françoise. Voilà. D'accord. Il y a Monica qui dit. Monica dit la mélancolie est mauve, non? C'est joli, mauve, j'aime beaucoup, oui. C'est aussi la couleur des évêques, hein. Non, c'est le violet, c'est le violet. Oui. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et pour vos émissions à toutes les deux, parce que je pense que ça c'est un substitut pour beaucoup de gens la nuit. Et moi, je suis toujours un petit peu étonné quand j'entends les gens qui vous écoutent depuis des années et des années. Moi, je vous écoute que depuis cette année, mais franchement, je suis bien content que ma mère m'ait parlé de votre émission qu'elle n'écoute malheureusement plus. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Merci de nous avoir appelé, Philippe. Bon courage à vous. Je vous en prie. Au revoir, Sophie. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sophie. Je vous remercie de répondre à mon appel, de me permettre d'exprimer quelques réflexions que je me suis faites à propos justement de de ces décès extrêmement brutaux qui sont arrivés ce matin. Oui. Donc, je pense que... Bon, ça me rappelle ce que disait Françoise Dolto, qui disait qu'on meurt quand on... Enfin, l'explication, elle disait qu'on devait la donner aux enfants pour expliquer pourquoi tout d'un coup, un grand-parent ou quelqu'un de proche était décédé. Elle disait, on meurt quand on a fini de vivre. Donc, ça paraît un petit peu simpliste et tout ça, mais ça s'explique très bien si on se réfère à certaines choses. Bon, moi je suis persuadée qu'on a un ordre de mission, pour arriver ici. Et donc, pour certains, il est plus, il est plus bref que pour d'autres. Et puis, il s'achève brutalement, mais peut-être pas si brutalement que ça, si on est sensible aux signes qui nous sont envoyés, auparavant. Oui. Hein? Parce que, moi, malheureusement, j'ai eu la douleur de perdre mon fils aîné ici au mois de mars. Oui. Donc, c'est encore, bien sûr, très récent. Oui, très récent. Mais bon, après, avec le recul, je me suis aperçue que, j'étais allée, par exemple, justement, je suis d'autant plus, émue par ce qui s'est passé ce matin, parce que j'étais allée l'année dernière parce que je fais partie d'une association qui organise des petites excursions comme ça. Oui. Donc le but de l'excursion, c'était d'aller en Belgique, à Ypres, pardon. Oui. Donc où il y a un superbe musée qui a été édifié en hommage aux morts et puis à tout le parcours de la guerre 1914-1918 qui a eu lieu donc une grande partie dans les Flandres. Hein. Et justement à cet endroit-là. Et donc il y avait beaucoup de photos épouvantables et tout ça, avec les charniers, les tranchées, tout ce qu'on peut imaginer, avec les gaz lipérites qui avaient été expérimentés. Donc on voyait aussi bien, c'était frappant, on voyait une femme dans une maison qui était donc avec un masque à gaz sur la tête. Le petit qu'elle tenait dans les bras, l'enfant il avait le masque aussi. À l'extérieur, les chevaux avaient des masques. Bref, c'était terrible. Oui. Et puis tout d'un coup, il y avait des photos comme ça, et ça m'avait terriblement marqué. Il y avait de tout jeunes soldats qui étaient étendus par terre, à même la terre, et donc avec leur uniforme de de soldats. Oui. Et puis tout d'un coup, j'ai vu, on se demandait à la limite s'ils dormaient ou s'ils étaient morts, je veux dire. Bon, et donc j'ai cru reconnaître mon fils, si vous voulez, sur le moment.
Et donc, ça m'a terriblement... À ce moment-là, il n'était pas décédé, hein, c'était l'année dernière. Oui. Donc, sur le moment, bien sûr, ça m'a terriblement choquée. Je dis, mais c'est pas possible. Ça pourrait être mon fils, en fait, voilà. En voyant ces jeunes hommes. Oui. C'est ça, exactement. Enfin, je l'aurais vraiment... J'ai cru le reconnaître vraiment, quoi. Vraiment. Oui, ah oui. Et donc, et après, c'est après, bien après son décès, je me suis... Mais forcément, je veux dire... Vous êtes souvenu. J'ai été prévenue par beaucoup d'autres choses et tout ça. Donc, voilà, quoi. Donc, ça permet aussi d'expliquer beaucoup de choses. Et moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que, bon, comment dirais-je, il y a les religions du livre. Moi, je trouve que les 3 religions du livre, hein, aussi bien judéo-chrétienne et puis islamique. Oui, vous voulez dire la Torah, la Bible et le Coran, ne sont pas réconfortantes, hein, de ce point de vue-là. Je veux dire que, bon, enfin... Bon, je veux dire que bon, il faut toujours s'en référer. C'est Dieu qui décide de nous donner la vie, c'est Dieu qui décide de nous la reprendre. Et bon, ça peut être terriblement, comment dirais-je, pas réconfortant et pas soutenant. Comment ? Ah, vous voulez dire comme quelque chose d'arbitraire, c'est ça ? Absolument, absolument. Et où on n'a rien à voir et tout ça, et donc on n'a pas comment dire, de libre arbitre du coup. Exactement. Oui. Exactement. Et donc Charlotte voulait dire que dans la perspective où on a une mission, on a une certaine forme de liberté, en tout cas de réappropriation de son trajet de vie. Un parcours à accomplir. Un parcours à accomplir, voilà. Oui. Et donc voilà. Donc j'ai presque 70 ans. Oui. Et quand j'avais une trentaine d'années, j'ai été initiée à certaines doctrines. Oui. Lesquelles ? Des vies antérieures. Oui. Donc par une personne qui avait déjà un certain âge. Qui était une chamane, non ? Pas loin. Oui. Et donc elle me disait que bon. On a donc plusieurs vies et tout ça, et donc elle m'a donné un exemple. Bon, j'espère que ça va pas faire hurler les personnes qui vont m'entendre. Mais enfin, c'est pas grave, on a le droit de se parler dans cette émission, on est là pour ça. Voilà ce qu'elle m'a dit. De toute façon, elle a rappelé qu'il y a eu un fait divers épouvantable qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans. C'était dans l'Isère, il y avait un dancing qui s'appelait le 5-7. Et donc, c'était pas un thé dansant, c'était un dancing où il y avait pratiquement que des jeunes. Donc, et le patron du dancing, qui a brûlé. Donc, et donc, il y a eu énormément de morts et tout ça. Donc, les jeunes ont été brûlés vifs à l'intérieur et tout ça. Et donc, à l'intérieur, parce que le patron, pour éviter qu'il y ait des gens qui abusent et tout ça, qui essayent de rentrer et tout, sans avoir payé, il avait fait fermer les portes de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Les gens donc pouvaient pas s'échapper du brasier. Et donc ça a été épouvantable parce que c'était l'époque où les gens étaient habillés en tergale, nylon et tout ce qui s'ensuit. Et puis il y avait des décorations en plastique sur les plafonds, les murs et tout est descendu sur eux. Enfin bref, l'horreur absolue quoi. Et donc quand ils sont précipités sur les portes, non seulement ils sont tous écrasés les uns les autres parce que les portes étaient fermées. Enfin l'horreur absolue. Donc il y avait une malheureuse mère de famille. Qui n'en pouvait plus, qui a perdu 3 de ses fils, 3 dans cette horreur. Et donc, elle était déprimée, elle pensait à se suicider. Elle était allée voir un prêtre, tout ce qu'on peut imaginer, même aussi un psychologue, enfin bref. Mais elle n'en sortait pas, elle était plongée dans la déprime et tout ce qui s'ensuit. Et puis elle est allée voir un médium, qui a fait une régression sous hypnose. Alors là, on croira si on veut. Donc, ce médium lui a dit, vos fils ont participé à des tribunaux d'inquisition. Disons qu'ils ont donc envoyé des gens au bûcher. Et donc, écoutez, cette femme, elle a accepté. Elle a accepté. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé, c'est ça que vous voulez dire. Certainement que ça a dû lui ça donne un sens. Oui, voilà. Donc, rationnel, non, mais une explication. Pour elle. Oui, pour elle, vous avez raison. Oui, justement. Bien sûr. C'est par rapport à son parcours. Bien sûr. C'est pas parce qu'on parlait de synchronicité tout à l'heure. Oui, vous avez raison, Charlotte. Voilà. Donc, il y a eu cette personne, elle a eu les enfants qu'elle a eus parce que, disons qu'il fallait qu'elle les ait, quoi. Je veux dire, il fallait que certaines expériences se réalisent dans un certain contexte. Je veux dire, donc elle a compris. Et je veux dire que et c'est dommage, moi je regrette qu'en Occident, on ne se penche pas plus sur cette question, sur ces explications qui sont extrêmement réconfortantes.
qu'on n'essaye pas de... Mais en tout, je veux dire scientifiquement, qu'on essaye d'aborder ces questions, comme le fait très très bien Didier Van Kovlar dans son dictionnaire, je ne sais plus si c'est de l'impossible ou de l'extraordinaire. Oui, il y a des choses qu'on ne veut pas expliquer chez nous, en Occident. On commence, hein. Oui, en Occident. Mais Charlotte, il y a aujourd'hui dans le courant des neurosciences et de toutes les recherches sur le cerveau, et notamment dans ce qu'on appelle entre guillemets le paranormal, des expériences scientifiques qui sont faites de plus en plus en Angleterre notamment, et qui commencent à expliquer certains phénomènes sous couvert de recherche scientifique en fait. Oui, mais enfin, je veux dire, à quel point, comme c'est difficile pour les gens qui reviennent aussi, qui ont fait des expériences de mort imminente, exactement, c'est à ça que je pensais. Ça. Oui, justement. Mais enfin, je veux dire, c'est terrible, quoi, parce que bon, il y a quand même d'autres endroits, ça fait partie du quotidien, quoi. Et je veux dire que si on était plus attentif à certains signes, et surtout à ce que disent nos enfants quand ils sont petits, jusqu'à ce qu'ils atteignent 6 ou 7 ans, je veux dire, ils sont encore branchés sur leur vie antérieure. C'est intéressant au possible, je veux dire. Il ne s'agit pas de leur dire, mais tu dis des bêtises, des sottises et tout ce qui s'ensuit, fais pas ton petit fou. Il s'agit de les écouter, je veux dire, même si ça paraît bizarre. Et donc, sans porter de jugement, quoi, je veux dire, et tout, parce que bon, on en apprendrait beaucoup. Et puis, ça nous rendrait plus sereins et tout ce qui s'ensuit pour la vie qu'on a à mener. Parce que bon, même si on s'en souvient plus, on accepte de vivre certaines expériences. En fait, vous êtes en train de parler, Charlotte, d'une certaine forme de détachement qu'on trouve en Inde ou en Orient par rapport aux choses qui nous arrivent dans des sociétés un peu moins matérialistes, en tout cas moins attachées à des choses très très concrètes, et donc d'être un peu dans le spirituel. Oui, mais enfin, disons que c'est parce que c'est important aussi, parce qu'on est quand même, la patrie des guerres, on veut expliquer les choses. Eh bien, si on veut, on peut les trouver, les explications. Le fameux cartésianisme, oui, si on veut. Oui. Voilà. Merci Charlotte pour votre témoignage. Merci de m'avoir laissé m'expliquer, parce que je trouvais que c'était important. Et ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de réconfort. Si on veut bien creuser toutes ces choses-là. Merci à vous. Merci Charlotte pour votre témoignage. Merci Sophie. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Daniel Balavoine sur Europe 1. Dieu que c'est beau. Alors, je vois que le témoignage, et je vois ça à vos SMS, que le témoignage de Charlotte en a fait réagir plus d'un sur cette antenne. Alors, c'était un peu certain et à la fois très légitime que le sujet de la mort amène des témoignages très variés dans cette émission qui, je vous le rappelle, porte bien son nom. Son nom, c'est la Libre Antenne. Donc, il est important que chacun retienne dans cette émission, dans ses histoires de vie, dans ses témoignages, dans ses croyances, ce qui l'aidera au mieux. Et il y a certains éléments que voulait apporter Charlotte pour aider certains d'entre vous, les aider à faire un chemin. Et il y a eu de sa part aucun prosélytisme particulier en matière de religion ou de politique, je vous le rappelle. Vous êtes là, Vanessa ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Vanessa. Voilà, moi je vous ai appelé ce soir puisque j'étais en route et j'ai plutôt l'habitude d'écouter Caroline et en entendant plusieurs des témoignages ce soir, je me suis sentie un petit peu, pas décalée, mais enfin je me suis dit qu'il y avait un petit peu un message d'espoir à apporter. Oui. Dans le sens où moi j'ai aujourd'hui 42 ans, donc c'est sûr que j'ai pas toujours l'âge des personnes que vous avez interviewées ce soir. On les a pas interviewées, Vanessa, ils appellent. Voilà. Mon mari est décédé il y a 2 ans et demi d'un accident de voiture très brutal. J'ai aujourd'hui 3 beaux enfants que j'ai eus avec lui qui ont 4, 6 et 8 ans. Alors c'est sûr, ça m'aide à avancer, mais aussi je voulais faire de mon expérience qui est que même si ça a été très dur, et c'est encore dur aujourd'hui, puisque il y a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de la vie que j'avais avant.
J'ai fait aussi un travail avec un psy, un très bon coach. Mais j'ai aussi rencontré quelqu'un aujourd'hui avec qui je construis une nouvelle vie, qui de son côté a perdu son épouse après une longue maladie. Et j'élève aujourd'hui avec mes enfants sa fille de 8 ans. Et on va dire qu'on essaye de construire ensemble quelque chose qui va vers l'avant. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'était dans le sens que je voulais témoigner la vie par après rapport la aux personnes qui souffrent d'une absence et d'une vie qui n'est plus aujourd'hui. Mais voilà, il y a heureusement il existe encore des jolies portes de sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, Vanessa. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une vie après la vie et qu'il appartient à chacun d'être dans une reconstruction, construction, construire quelque chose de nouveau en partant de ce qui est détruit. Et c'est souvent un trajet de vie. C'est, on va dire un drame, oui. Un drame, oui. Voilà. Mais par rapport au témoignage de Charlotte que j'ai entendu, moi, de mon côté, j'avais perdu la foi pendant une 20aine d'années. Elle est revenue très très forte au décès de mon mari. Elle me porte aujourd'hui. Je suis pas là pour prêcher quoi que ce soit en religion. J'entends bien. Mais j'ai des signes, j'en ai quelques-uns. Pourtant, je suis ingénieure, cartésienne. Voyez, mais on ne peut pas tout expliquer. Il y a des forces qu'on n'explique pas. Mais aujourd'hui, je me sens, j'ai un espèce d'ange gardien autour de moi et de mes enfants. Et on essaie d'avancer. Alors, je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile, mais on essaie d'aller vers l'avant. Voilà. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai un âge qui fait que, c'est sûr, beaucoup de mes amis pensaient que j'allais pas rester seule. Mais avec 3 enfants, honnêtement, reconstruire, c'est pas simple. Mais c'est possible. Voilà. C'était un peu ce message d'espoir que je voulais donner aux personnes. Je vous remercie, Vanessa. Je vous remercie parce que c'est important de le donner. Quand vous parlez de présence, en parlant du papa de vos enfants, de votre mari qui est décédé, en fait, vous faites référence, et peut-être vous l'avez pas entendu, à l'échange qu'on a eu avec Louisa, de transformer justement ce chagrin dans une présence d'amour heureuse. De porter spirituellement et d'être lié. Et j'entends un peu ça dans votre témoignage. Oui. Puis j'ai eu la chance de faire une belle rencontre. Bon, c'était un prêtre catholique, peu importe, mais qui m'a dit un jour en sortant d'une messe, remercier de ce que vous avez vécu. Et c'est vrai qu'en étant positive et j'ai vécu 15 ans très 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 belles, mais aujourd'hui je sais qu'il y en a encore de très belles à vivre, même si malheureusement c'est plus avec la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes forte de tous ces moments et ces années heureuses avec lui. Voilà, vous êtes forte de ça. Oui, et ça, vous voyez, la mort ne nous le prend pas. Sa mort ne vous l'a pas enlevé. Ça reste bien à vous. Voilà. C'est une force, voilà. C'est une force. Et ça, c'est vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'en parler ce soir, Vanessa, parce que c'est vraiment très important pour les personnes dans le deuil, c'est qu'on est très fort des liens heureux et des souvenirs qu'on a tissés avec les personnes qui sont parties. Même si, comme vous le dites bien, le manque est là. Je sais pas comment vous l'expliquer, elles sont là. Elles sont là. Oui. Voilà. Elles sont là dans l'amour qui a été vécu et qu'on continue de leur porter, malgré l'absence. En fait, c'est le manque et l'absence qui est très difficile à vivre. Et le deuil d'une vie d'avant qui ne reviendra plus. Mais on plus peut jamais. Faire de très belles choses, et heureusement que la vie a ses surprises. Et moi, j'ai eu une très belle surprise, puisque je pensais pas retomber amoureux, je pensais pas rencontrer quelqu'un d'autre, et finalement, c'est arrivé. Vous voyez, voilà, c'est arrivé. Oui. Merci à vous, Vanessa, pour votre très beau témoignage qui, je pense, va faire du bien à beaucoup d'auditeurs ce soir et qui est en tout cas un très beau message d'espoir. Merci à vous. Voilà. Merci et bonne route à vous et belle famille. Oui, je vous en prie. Oui, merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie. Moi je vous téléphone parce que je suis un petit peu dubitative sur ce que vous avez dit. Moi j'ai perdu mon père en 95
j'ai perdu un frère en 98 et un autre frère en 99. À l'époque, j'étais toute seule parce que mon mari était parti faire des enfants ailleurs et j'avais 3 petits-enfants. Je n'ai jamais eu le droit d'être triste, jamais. Parce que tous les gens qui m'entouraient me disaient « Tu as 3 enfants, la vie continue. » Donc, je n'avais pas le droit. Je pleurais en cachette, je ne montrais jamais que j'avais mal, mais que tout m'était interdit. Le chagrin m'était interdit. Mais le chagrin, il est nécessaire. Mais il est nécessaire. Là, je n'ai jamais dit le contraire. Vous avez bien raison, Nathalie. Mais moi, il faut pleurer. Oui. Il faut même si on est entouré de gens qui vivent, enfin, etc. Même les gens qui vous entourent doivent comprendre que on a eu un deuil et que les deuils, on les efface pas comme ça en 3 jours. Et vous avez le sentiment que j'ai dit le contraire, Nathalie? Je sais pas, quand vous dites il faut aller déposer le fardeau, il faut penser à vos enfants. Il faut penser à la vie, il faut... Mais au bout d'un certain temps, au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, d'accord. Oui. Mais je vais vous dire, moi, pendant des années, alors ça a été ça... Mais parce que vous les avez pas pleurés. Et maintenant, j'ai 56 ans et je peux vous dire que ça me, pardonnez-moi l'expression, ça me pète à la figure. Oui, parce que vous les avez pas pleurés, Nathalie. Et non. Et non. Pas pleuré. Et vous me dites, j'ai pas eu le droit, mais... J'ai pas le droit. Oui, mais personne n'a voulu donner ce droit-là, c'est à vous de le prendre. J'ai essayé de le prendre. Et qu'est-ce qui vous en empêchait? On me disait, mais faut pas. Mais parce que vous aviez le besoin de pleurer devant les autres? J'avais besoin de pleurer dans les bras, de raconter, etc. Et tout votre entourage vous a dit non, Nathalie? À chaque fois? Absolument. Ça pose quelques questions sur votre entourage? Oui, sur l'empathie. Ça pose quelques questions, ça, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Oui. Et je leur en veux d'ailleurs un peu pour ça. Bien sûr qu'on a besoin de pleurer. Et je m'en veux aussi de ne pas avoir dit, mais fichez-moi la paix, je suis triste, je suis malheureuse. Oui, vous avez raison. Je suis malheureuse. Et même devant les enfants, qui étaient petits, le père était parti, enfin j'avais des soucis absolument colossaux, et j'avais des deuils. Et la séparation est un deuil aussi, puisque le père est parti sans explication. Et j'avais pas le droit parce que j'avais 3 enfants. Et la vie continue. Il faut pas montrer ça aux enfants. Et il faut pas aller au cimetière parce qu'il y a les enfants. Et t'as des enfants. Qui vous a dit ça, Nathalie? Vos parents, vos amis? Qui vous a dit ça? Pas les parents, non, ils étaient morts. C'était qui? Amis. Les amis, enfin ceux que je considérais comme des amis. Oui, mais ils étaient pas là quand vous étiez avec vos enfants? Non. Ouais. Ah non, jamais. Oui. Je faisais mine quand j'étais chez eux de les oublier, puis on me disait hop, t'as 3 enfants, faut les prendre. Donc j'ai jamais eu le droit. Et maintenant que j'ai l'âge que j'ai, en vieillissant, je me dis j'ai pas eu le droit de faire le deuil de mes disparus. Alors vous allez le faire maintenant? Je le fais maintenant. Alors je rêve d'eux, je rêve qu'ils sont là, alors que je ne dis rien, moi ça m'apaise pas du tout. Alors je peux vous dire que le lendemain matin, d'ailleurs j'en ai parlé chez Jean-Marc Morandini, j'ai des gouttes de cendre dans la bouche, mais alors c'est absolument des gouttes de cendre, vraiment. Oui, donc vous voyez, parce que ça remonte à il y a longtemps, ces deuils-là. Ça remonte, papa, il y a 20 ans, mon frère en 98 et notre frère en 99. À un moment donné, on a juste un peu ras-le-bol aussi. Je peux vous dire que c'est pas facile à vivre. On a envie que la roue s'arrête et que on passe à autre chose. Mais je comprends pas. Je comprends pas que les gens ou alors c'est effectivement l'individualisme des gens maintenant qui n'en ont rien à faire et qui ne comprennent pas ce que le deuil peut être. Tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, vous généralisez en disant l'individualisme des gens. Ce qu'on a entendu ce soir, ce sont des gens dans les témoignages, des individus qui, eux, sont dans cette empathie-là et dans cette compréhension de l'importance de vivre. Dans cette compréhension, parce qu'ils ont aussi il y a la religion catholique qui vient les aider, ils en ont parlé aussi. Non, on n'a pas parlé de religion ce soir. Voyez, Nathalie. Non, mais je vous sens très en colère. Et je suis un peu en colère, en colère parce que... mais ça me va bien, ça me va bien. Non, mais sérieusement, parce que cette femme qui souffre, vous lui dites d'aller dans la forêt déposer le fardeau. Oui.
Oui, parce que ça fait trop longtemps qu'elle pleure. Nathalie, parce que vous n'avez pas pleuré. Je lui dis ça à elle, et je sais très bien ce que je lui dis, parce qu'elle pleure depuis trop longtemps. Vous n'avez jamais pleuré. J'ai envie de vous dire tout le contraire, vous. Si, j'ai pleuré, mais toute seule. Dans mon coin. Oui, mais en tout cas, quand vous me dites que vous réveillez le matin avec des gouttes de sang dans la bouche, c'est épouvantable. C'est bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été élaboré pour vous. Donc, il y a quelque chose d'interdit. Donc vous n'êtes pas du tout dans le même cas, vous comprenez? Chaque histoire est très singulière. Et notre rapport, que ce soit la mort, l'amour, enfin notre emploi, toutes nos histoires de vie sont singulières. Ah mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc vous êtes effectivement très en colère, comme si et vous le dites, vous dites on m'a empêché. Donc la colère, c'est parce que vous vous sentez piégé, empêché de vivre votre douleur. Mais plus j'y dis, plus je me sens piégée. Ah. Plus je vieillis, plus je me sens piégée. C'est embêtant ça, Nathalie. C'est embêtant. Mais oui, c'est embêtant. Bah oui. je suis bien d'accord avec vous. Bah oui. Ça va pas du tout. J'arrive à un âge où c'est pas déjà facile parce que les enfants sont grands maintenant et donc alors je me suis non pas sacrifiée pour les enfants parce que c'est un mot que je n'aime pas. Oui. Je me suis complètement polarisée sur les enfants. Pendant des années, et maintenant, à 56 ans, je suis toute seule, j'ai personne dans ma vie, etc., parce que je me suis occupée que de mes enfants. Alors, est-ce que vous allez enfin vous occuper de vous, là, Nathalie? Vaste sujet, là. C'est un vaste programme. Oui. C'est un vaste programme. Ça pourrait être un programme intéressant pour vous, en tout cas. Oui, mais c'est... Vous comptez faire quoi? Non, ça je veux pas entendre ça, 56 ans. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que c'est trop tard? Que c'est ça que vous allez me dire? Moi, j'entends déjà des auditeurs qui ont 80 ans nous écouter. On a démarré l'émission avec Gisèle 80 ans qui serait pas tout à fait d'accord avec vous là. Sérieusement, je vivrai pas jusqu'à 80 ans. Vous en savez rien, c'est pas vous qui allez décider ça. Je crois pas. Nathalie, qu'est-ce que vous allez faire pour vous? Répondez-moi. Franchement, je sais pas. Oui. Parce que je suis carrément dans le passé, quoi. Oui. Mais c'est embêtant de conduire sa vie en regardant dans le rétroviseur. Ah oui. Oui. Je sais. On n'avance pas très bien. Mais pourquoi vous dites on me reproche? Il s'agit de vous là. C'est ce qu'on me dit. On me dit que j'ai Nathalie, dans le rétroviseur. Nathalie, arrêtez de laisser la voiture conduite par les autres. Conduisez-la. Mais non, je la conduis plus maintenant, c'est ma fille qui a eu son permis. C'est bien embêtant. C'est bien embêtant. Je conduis plus. Ouais. C'est elle qui me conduit maintenant. Je sais pas, pour prendre le volant de façon symbolique, là. Oui, non, mais je sais bien, mais maintenant, je me dis que c'est un peu fichu pour moi, quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je crois que ma vie a été complètement, elle est complètement ratiboisée par justement tous ces deuils que j'ai eus, ces séparations, etc. Donc maintenant, j'ose plus me lancer et je vis au jour le jour en me disant, quand ça sera mon tour, vivement que ça soit mon tour, quoi. J'ose plus, mais j'ose plus parce que. Mais pourquoi? Il est où le risque? Vous risquez quoi, là, Nathalie? Ah oui. De souffrir. Mais là, vous souffrez pas, là, Nathalie? Totalement. Ah bon, alors vous risquez de quoi? De plus, de moins souffrir? Il va se passer quoi? De plus souffrir. Ah, vous craignez de plus souffrir. Qu'est-ce qui vous fait... De plus souffrir. De souffrir encore plus. Encore plus. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous risquez de souffrir encore plus si vous osez? J'en ai assez de souffrir, je veux plus souffrir. Oui, ça j'entends bien, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'en bougeant quelque chose dans votre vie et en reprenant votre volant, vous allez plus souffrir? Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que finalement, tout n'a été qu'échec, sauf mes enfants. C'est quoi le tout? Ma famille. Mais votre famille, vous y pouvez pas grand-chose. Mais oui, vous y pouvez quelque chose? Non, j'y peux rien, mais alors je les regrette. Oui, ça d'accord. Voilà. Ok, vous les regrettez, mais vous n'y pouvez rien. Non, j'y peux rien. Alors Nathalie, c'est pas tout net. Vous dites-nous, c'était un échec comme si c'est vous qui aviez fait quelque chose pour abîmer votre vie. Je culpabilise, je culpabilise. Non, vous avez vécu des choses très difficiles et douloureuses qui aujourd'hui encore vous pèsent. Ok.
Mais pour autant, c'est pas un échec de votre part. Ce qui est l'échec, c'est de décider de pas reprendre le volant et de dire je ne veux plus souffrir. En quoi c'est une assurance vie de ne plus souffrir si vous ne reprenez pas ce volant? Eh ben justement, si je fais rien comme ça, je souffrirai pas. Mais vous n'arrêtez pas de souffrir, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Eh ben oui, ben j'arrête pas de souffrir. Eh ben je préfère être comme ça que de souffrir encore plus. Voilà, c'est ça. Et ben alors vous y restez. Je suis lâche. Non, Nathalie, vous n'êtes pas lâche. Non, vous faites un certain choix, qui est le choix de dire c'est trop tard, c'est foutu pour moi. Ah oui. Et maintenant, ouais. Je pense que c'est foutu. Donc vous baissez les bras et vous vous laissez aller dans cette souffrance. Totalement. Mais elle ne peut que s'amplifier, que vous envahir 2 fois plus. Au lieu de bouter l'ennemi hors de vous, vous le laissez prendre le siège du château, là. C'est bon, là. Hein? Elle fait le siège, la douleur. La souffrance. Elle fait le siège, elle s'est installée chez vous. Elle va pas partir comme ça, hein. Croyez-moi, hein. Non, je sais bien, mais... Alors, soit vous armez, hein, soit vous armez. Et puis vous dites, voilà, hein, je vais en faire quelque chose. Pourquoi pas vous faire aider, Nathalie? Non, alors ça, non. Ah, non, parce que j'ai un frère qui est mort en 99 et j'ai eu des conflits avec des psys qui le suivaient pour l'alcoolisme. Et j'ai cru que j'allais les tuer. Ouais, bon. Les psys. Donc ils sont tous comme ça. Il faut tous les jeter. Ceux que j'ai eus, ça prendrait des missions, hein, ça prendrait 2 heures. Ça prendrait 2 heures. Ok. Mais, donc vous avez une mauvaise expérience qui vous fait dire que du coup, c'est pas de ce côté-là que vous vous ferez aider. Ah non, alors j'en sais rien, des amis, voyez, mais voilà, soit vous décidez de rester là-dedans, mais ça risque pas de s'arranger, soit vous décidez de faire autrement et la balle est dans votre camp. Juste une chose, Nathalie, on doit se quitter. On doit se quitter. C'est la fin de l'émission. Mais je vous remercie de nous avoir appelés et je vous souhaite de reprendre le volant. Bonne nuit à vous. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Il est 1h, je vous souhaite une très belle nuit et douce nuit. Nous, on se retrouve demain, 23h, et je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand sur Europe 1 avec Au cœur de l'histoire, au cœur de la nuit. À demain.